cette semaine dans Donut and Human, la chaîne des acteurs business du changement positif. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Marianne Wackmeister et Manuel Malen, les deux cofondateurs de Maison Courbet, maison de joaillerie écologique de la place Vendôme. Si vous voulez nous suivre sur Donut and Human, n'oubliez pas de cliquer ici sur la petite cloche et de liker pour nous dire que vous aimez notre programme. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram bien sûr, @DonutandHuman et sur LinkedIn. Bonjour Marianne, bonjour Manuel, bonjour, merci d'être là. C'est un grand plaisir de vous recevoir pour parler écologie, joaillerie, diamants et éthique bien sûr. Vous êtes super complices tous les deux, ça va se voir, ça va se sentir. Donc je vais vous demander de vous présenter chacun, je vais vous demander chacun de présenter l'autre. Marianne, est-ce que tu veux présenter le parcours de Manuel avant que vous ne vous rencontriez? Défi. Bon, ben, je vais faire de mon mieux. Allez, c'est parti. Manuel, tu as fait 30 ans dans la joaillerie et sur la place Vendôme, que tu connais vraiment très très bien. Tu as dirigé deux grandes marques, Baume & Mercier France et Piaget. Et à l'aide d'un fonds, tu as racheté Poiret, que tu as donc aussi dirigé. Et c'est là que nos chemins se sont croisés. Avec une amie qui nous connaît tous les deux, qui nous a introduits autour d'une bague interchangeable. Exactement. Voilà. C'était la fameuse bague que tu as développée pour Poiret. Oui. C'est toi, Marianne, qui l'a dessinée pour Poiret. Oui, en fait, je l'avais dessinée auparavant et j'avais commercialisé cette bague en Suède. Et c'est comme ça que notre amie commune l'a découverte. D'accord. Et puis après j'ai continué à travailler sur cette collection, mais adaptée à Poiret. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en effet. D'accord. Et toi, Manuel, est-ce que tu peux présenter Marianne, Alors, s'il te présenter plaît? Marianne, très souvent je dis, c'est le couteau suédois de la société. En fait, donc, Marianne, elle a la particularité de justement pas avoir toujours été dans ce milieu-là. Elle a fait 14 ans de Procter & Gamble et McKinsey. Ensuite, elle a fondé une boîte de téléphonie en Suède qu'elle a depuis revendue, que je crois qu'elle est une boîte cotée aujourd'hui. Je sais qu'elle n'était pas contente de l'école de ses enfants, donc elle s'est dit je vais en créer une, tant qu'à faire, une école Montessori, qui est depuis quelques années parmi les meilleures écoles de Suède. Et entre-temps et au milieu de tout ça, elle s'est mise à faire du design. Donc voilà. Donc ultra douée. Ouais, ultra douée. Et puis surtout par rapport à beaucoup de designers que j'ai pu connaître par mon parcours, avec un talent fou, soyons clairs, et deux, une humilité par rapport à la création qui est assez rare finalement dans ce métier-là. Donc c'était super agréable. Avant de parler de Maison Courbet, est-ce qu'on peut parler à tous les deux de qu'est-ce qui a été le déclencheur dans votre réflexion autour de l'écologie? Est-ce que c'est né tôt? Est-ce que c'est né tard? Et est-ce qu'il y a eu des moments ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours porté? Pour moi, ça fait très longtemps et je pense que c'est du fait que je suis suédoise. J'ai commencé mes années scolaires en Suède et où l'écologie est une matière enseignée à l'école depuis les années 70. D'accord. Et donc, mais bien sûr, les enjeux écologiques changent. Donc, dans les années 70, c'était plus un focus qu'il ne faut pas jeter des choses par terre, qu'il ne faut pas polluer. Avec le temps, l'écologie, les problèmes se sont diversifiés et ils ont amplifié. Amplifié. Ouais. Et donc, je pense que déjà au début des années 2000, ça commençait vraiment à me travailler. Ça fait déjà depuis les années 90 que... Donc, tu es sensibilisée. La déforestation, ça a été un sujet pour moi émotionnel depuis longtemps. Mais depuis les années 2000, je commence à prendre une conscience que c'est l'envergure est partout. Ouais. Et la difficulté, c'est de savoir comment agir là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même. Et il y a toujours cette piège de penser qu'on ne peut rien faire parce que seul, ça ne change rien. Oui. Et donc, quand j'ai eu cette occasion de monter une marque, c'était aussi une façon d'avoir beaucoup plus de force de frappe sur ce que moi je fais. Pour contribuer à un changement. Mais tu l'as introduit dans les différentes expériences entrepreneuriales que tu as eues avant Maison Courbet, ou c'est vraiment le projet Courbet qui
et met en exergue justement moi je pense que mission. c'est vraiment avec Courbet que cet engagement a pu s'exprimer. Et c'est pour ça que j'étais arrivée à un point où je sentais que je ne voulais plus vraiment faire de start-up. J'avais déjà fait 3 start-up et je savais la difficulté. Ce que c'est une espèce de montagne russe émotionnelle. Et je me disais, c'est fini, je ne le fais plus là. Et puis avec... la force de conviction. Voilà, exactement. Voilà. Mais je veux dire, c'était trop bien. C'était Manuel, que j'aime beaucoup. En plus... ça tombe bien. Paris. Non, mais Paris et l'écologie. Donc, donc je me dis, bon, allez, je me lance. D'accord, c'est devenu irrésistible. Oui. Et toi, Manuel, c'était quelque chose que tu as aussi... l'écologie, c'est un sujet qui te trotte dans la tête depuis petit ou ça t'est venu plus tard dans ton parcours ? Non, ça m'est venu clairement plus tard. En France, on n'a pas la chance, comme en Suède, d'avoir... moi, il y a 30 ans ou 35 ans à l'école, j'avais pas de cours sur l'écologie. On en avait nos parents qui jetaient par la fenêtre. Voilà, hein, ouais. et j'ai l'impression qu'on n'en a toujours pas, ce qui est terrible, de ce côté-là. Non, moi, je l'ai plutôt vécu à travers mes enfants, quelque part, et plutôt dans la stigmatisation. Alors, c'est un peu dur, mais c'est du style, toi, papa, tu savais, mais t'as rien fait. Oui. Et donc, c'est vrai que quand tu réfléchis, tu dis, ok, elles n'ont pas forcément tort sur ce sujet. Et en fait, pour être très très honnête, l'idée de Courbet, quand elle est arrivée, c'est la découverte de ce diamant un peu particulier, dont on parlera certainement plus tard, le diamant de laboratoire, qui a cette vertu d'être écologique. D'accord. Et à partir de là, on pouvait faire quelque chose. D'accord. Et après, il fallait être cohérent et que toute l'entreprise et toutes les actions de l'entreprise... Ah oui, c'était vraiment l'ADN de la marque. Ouais. Hein, le premier prisme de la marque chez nous, c'est l'écologie. C'est-à-dire que toutes nos réflexions, le premier prisme, c'est l'écologie. Voilà. Bon, alors allons-y, parlons de Maison Courbet. Qu'est-ce que vous faites ? Quelle est votre différence ? Pourquoi vous êtes allé sur cette place Vendôme titiller un peu tous les acteurs du secteur ? Eh ben, nous, on s'est vraiment lancé avec la mission de transformer, de contribuer à une transformation vers une consommation plus responsable et une production aussi plus responsable. Et on s'est dit que cette transformation, ça va venir du haut. C'est comme avec Tesla. D'ailleurs, on se disait, on veut être la Tesla de la joaillerie. La joaillerie, oui. Et eux, quand ils sont venus avec leur voiture électrique, super design, innovateur, et ben c'est là que ça a commencé à changer, parce qu'il y avait des voitures électriques avant, mais c'était combiné avec la beauté, la performance, l'innovation. Ben c'est comme ça qu'on voulait faire aussi. Donc, mais quand on veut du changement, c'est qu'il y a des problèmes. Alors, quels étaient les problèmes ou quels sont les problèmes globalement sans dénoncer qui que ce soit, de la haute joaillerie? Non, les problèmes, c'est les matériaux qu'on utilise. Ouais. C'est l'extraction dont on a besoin pour extraire l'or d'un côté, pour extraire les pierres précieuses, les diamants de l'autre côté, qui sont un vrai désastre écologique. Oui. Il suffit d'aller sur Internet, taper mine de diamants, faites image, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Oui. Et en fait, on s'est aperçu... Une mine de diamants, c'est un cratère gigantesque. C'est un cratère gigantesque, c'est un cratère... donc déjà, c'est des... On le voit de la Lune ou c'est une légende? Non, sincèrement, je pense que c'est une légende. On voit de l'espace. Ouais, mais pas forcément de la Lune. Mais il faut savoir, pour extraire un diamant de 1 carat, 1 carat, c'est 0,2 grammes. Okay. On va jusqu'à extraire 250 tonnes de minerais. C'est 3 avions, c'est 3 Airbus, pour ça. Et on s'est aperçu que, en fait, le génie humain permettait de reproduire la magie de la nature. Et donc, si on mettait le carbone, parce que le diamant c'est du carbone, dans les mêmes conditions qu'il y a des millions d'années sous terre, mais qu'on le faisait dans un laboratoire, on obtenait le même résultat, et avec la même incertitude de résultat en plus. Oui. Donc ça peut être très beau, mais très vilain, mais c'est du diamant. Le diamant de laboratoire n'est pas né pour la joaillerie, il est né pour les besoins de l'industrie. Il y a des besoins énormes dans toutes les industries, et il y en a dans tous les téléphones portables. Mais l'industrie s'est raffinée et aujourd'hui, on arrive à faire des diamants magnifiques, à la fois du point de vue... Alors, explique-nous d'abord qu'est-ce que c'est un diamant magnifique, peut-être. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est un diamant magnifique. À quoi comment un diamant, en fait, aujourd'hui, on a essayé de standardiser la qualité des diamants avec 4 C. Donc, c'est très, très pédagogique. Donc, le premier C, c'est la couleur. Donc, c'est comme couleur. Et il y a une échelle avec des lettres, commençant bizarrement par D, D, E, F, G, donc D c'est le plus beau. Après, c'est la clarté, donc la pureté, il n'y a pas d'inclusion sur le meilleur, les meilleurs n'ont pas d'inclusion du tout. Et là aussi, il y a des lettres, c'est small, very, very small inclusion, et ça descend à ce qu'il y a inclusion. Après, on parle de la taille, c'est-à-dire que c'est là où c'est le main-d'œuvre, donc c'est the cut. Donc c'est
L'habilité. L'habilité est là pour que la lumière se reflète parfaitement dans un diamant. Il y a une taille idéale qui permet la lumière de descendre, de se refléter sur les parois et de ressortir de façon optimale. Et finalement, le 4e C, c'est le carat. Donc, c'est le poids du diamant. Okay. Et nous, quand on fait des diamants dans un laboratoire, comme on ne fait que reproduire exactement ce qui se passe dans la nature, on va se retrouver avec les mêmes variables qui vont varier que dans la nature et le résultat va sortir de façon variée. D'accord, c'est aléatoire, de la même manière que ce qu'on trouve quand on extrait les diamants. C'est-à-dire qu'on réduit le spectre, on va éliminer tous les diamants qui sont complètement noirs et gris et qui ne servent pas à grand-chose parce que ça, il y a un certain contrôle, mais dans le spectre de ce qui peut aller dans un bijou, il y a toute la variation qu'on retrouve dans la nature. Et c'est invisible à l'œil nu, en fait? Il n'y a pas de différence? Si, bien sûr. C'est-à-dire entre un diamant de mine et un diamant de mine. Oui. Moi, je fais souvent le parallèle en disant le diamant de laboratoire, c'est un bébé éprouvette, le diamant de mine, c'est un bébé. Il n'y a aucune différence entre un bébé éprouvette et un bébé, à ce que je sache. Non. Et dans les deux cas de figure, c'est un bébé. Et moi, j'aime bien aussi la comparaison de se dire... C'est comme si un jour, on en avait marre de prendre le petit chariot et d'aller taper la surface du lac pour ramener de la glace à la maison et on décide, je vais faire ce que la nature sait faire, je vais prendre de l'eau, je vais le soumettre de l'eau aux mêmes conditions que la nature et ça va dans le congélateur et on va faire des glaçons. Et après, on se pose la question, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça va s'appeler glaçons synthétiques parce qu'on l'a fait nous-mêmes? Est-ce que c'est naturel? C'est l'homme qui a fait les glaçons? Est-ce que c'est quand même, est-ce que c'est complètement écologique? Parce qu'en fait, il faut quand même cette transformation pour reproduire des millions d'années sous terre. Le congélateur prend pas mal d'énergie. Prend pas mal d'énergie aussi, et le diamant, combien d'énergie ça consomme C'est très énergivore de faire un diamant. Okay. Ça c'est clair, c'est évident. Et c'est pour ça que nous, on milite et déjà on va chercher les diamants déjà chez des producteurs qui utilisent une énergie la plus propre possible. D'accord. Par exemple, en Russie, c'est de l'hydroélectrique. Aux États-Unis, il y a beaucoup de solaire, il y a du nucléaire, mais le nucléaire reste l'énergie la plus décarbonée. Et surtout, nous, on milite pour avoir un diamant en France. Parce qu'il y a la techno, on a la technologie, on a les scientifiques pour le faire. Et en plus, quelque part, d'un point de vue, j'ai envie de dire marketing, avoir une marque 100% française avec des diamants qui viennent de France, ça serait formidable. Ouais. Et c'est vrai qu'on a lié un partenariat avec une société française qu'on aide et qui nous aide également, qui s'appelle Diam Concept, et qui commence à produire les premiers diamants français. Et ces diamants-là auront un impact énergétique incroyablement faible, parce qu'ils ne seront faits qu'avec effectivement de l'énergie nucléaire qui est décarbonée, et de l'hydraulique, et du solaire. Donc il y aura un panachage de tout ça, qui fait qu'on sera, je crois, à 20 kilos de CO2 par carat. La France, avec la Nouvelle-Zélande et la Norvège, la France, c'est vraiment l'empreinte carbone pour l'électricité le plus bas. Mais moi, je dirais pour la consommation d'énergie, pour creuser des trous qui font la taille du premier arrondissement de Paris, et avec les explosifs, donc les explosifs, il faut les produire. Bon, tout ça, ça demande énormément d'énergie aussi. La différence entre l'énergie requise pour faire des trous et ces explosifs, et le broyage et tout ça, et l'énergie dans les laboratoires, c'est que l'énergie dans les laboratoires, on peut la choisir, hein. Oui. Et on peut l'améliorer. Et donc on peut la mesurer, et la mesurer. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a plein de laboratoires qui produisent des diamants, qui sont en train de faire des choses très très innovantes pour réduire leur empreinte carbone au niveau de l'énergie. Et ça, c'est les laboratoires qui nous intéressent nous. Et c'est là où on voit que la différence entre le diamant de mine et le diamant de laboratoire se grandit. Et vous avez choisi de partir du diamant, mais en haute joaillerie, on travaille toutes les pierres précieuses. Alors, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de reproduire les autres pierres précieuses? Ou est-ce que c'est difficile? On peut. On peut, mais c'est-à-dire que là, en l'occurrence, sur les autres pierres précieuses, pareil, c'est de la chimie, c'est de la physique, donc on est capable de le faire. Ce qui nous a beaucoup intéressé avec le diamant, c'est qu'il y avait une incertitude de résultat. Sur la plupart des autres pierres, c'est toujours très très beau.
Il y a plus cette incertitude. C'est très très beau. C'est de l'émeraude, c'est du saphir, c'est du rubis. Hein. Mais il n'y a plus cette incertitude de résultat comme peut y avoir effectivement dans la nature. Mais il y a aussi un autre élément qu'on utilise qui est super important, qui est l'or. Oui, il y a l'or, bien sûr. Parce que l'or, c'est quand même un élément... Mais attends, avant de venir à l'or, restons sur les pierres précieuses, parce que tu sais, récemment, il y a eu un article qui est paru, qui parlait des rubis de sang. Ouais. On a parlé des diamants de sang, il y a eu un film avec Leonardo DiCaprio qui parlait de ce sujet, qui est, je crois, même très loin de la réalité. Là, récemment, on a parlé donc des rubis de sang, des maisons de joaillerie qui utiliseront encore ces rubis qui servent à financer les militaires en Birmanie ou au Myanmar. Donc il y a encore une réalité de terrain. Comment on fait Mais aujourd'hui, il y a plusieurs producteurs qui font des rubis, des saphirs, des émeraudes, même des manganites et d'autres pierres précieuses. Et il y a des techniques différentes pour le faire. Et il y a des techniques dont le résultat devient assez synthétique et qui ne coûtent pas grand-chose. Et puis, il y a des techniques qui sont vraiment complexes et avancées, qui arrivent à vraiment reproduire la beauté des pierres de couleur et qui coûtent beaucoup plus cher. Où on est à 40% moins cher par rapport aux pierres de mine de couleur. Moins cher. Oui. Moins cher, mais nous, on a choisi de se lancer comme une marque qui fait de l'or et des diamants. Et puis peut-être plus tard, on verra, mais si jamais on poursuit le chemin des pierres de couleur, ça serait pour aller dans la haute gamme. D'accord. Parce que mais pour revenir là-dessus, c'est vrai qu'on avait déjà tellement de choses à expliquer aux gens. Oui, ce diamant, il y avait tellement d'éducation à faire pour faire comprendre. Vous êtes les premiers en France. Oui, on est les premiers, donc on s'est dit, si on rajoute d'autres éléments, ça va être extrêmement complexe à évoquer. Donc vous avez, avant de parler de l'or encore, restons un petit peu sur le diamant, j'aime bien, parce que vous êtes en train de faire pousser, vous êtes lancé un défi pour faire une parure incroyable, de faire pousser, c'est comme ça qu'on dit, pousser le plus gros diamant de laboratoire du monde ou de France? Du monde. D'accord, qu'est-ce que ça représente? C'est pour qui? Quel est le processus? Est-ce qu'il y a un client derrière? Comment ça se passe? Pour faire un record, c'est difficile. C'est sûr que quand on veut faire un record, il va y avoir des échecs. Parce que sinon, ça ne va pas être un record. Et pour faire un diamant, nous, on veut faire un diamant de 15 carats. Et pour faire un diamant de 15 carats, il faut faire ça représente quoi en termes de taille? En poids, il faut faire diviser par 5. Donc, c'est 3 grammes de diamant taillé. Okay. Et pour faire 15 carats, il faut faire 3 fois plus de brut, parce qu'on va tailler dans le brut. Et c'est ça, la difficulté, c'est de faire 45 carats de brut, de très limpide. Oui. Il faut que ce soit de la qualité avec laquelle on travaille, qui est le DEF uniquement. Et c'est ça qui est difficile. Et qu'est-ce qu'on fait du reste? On le jette ou ça sert pour d'autres industries ou un diamant qui est raté un diamant qui est raté, c'est de la même manière qu'il y a déjà des marques aujourd'hui. Il y a le très très haut de gamme qui va être Place Vendôme, mais il va y avoir aussi le manège à bijoux. Et dans les deux cas de figure, ils font du diamant et de l'or. Donc il y a la même segmentation qui se passe aussi dans le marché du diamant de laboratoire. Donc il y a de la sortie. Non, nous, la difficulté, comme le dit Marianne, c'est d'avoir ce 15 carats avec les critères de qualité que l'on veut. Et la preuve en est, c'est que là, on a eu un premier échec. Combien de temps ça a mis à pousser le... 2 mois. 2 mois. Et ça monopolise une machine, 2 mois pour faire que ce diamant-là. Et au bout de 2 mois, on a ouvert donc la machine. Et là, le diamant n'était pas de la couleur que l'on souhaitait. Ah oui, c'est pas comme un four, tu vois pas la cuisson. Ah non, rien. Et puis tu peux pas interrompre, tu peux pas venir, revenir. Non. Tu lances pendant 2 mois et au bout de 2 mois, tu ouvres et tu regardes. D'accord? Donc, on a eu un premier échec pour ça. On a eu un deuxième échec depuis, parce que le diamant a poussé, mais à l'intérieur, il s'est fissuré. D'accord, pendant la pousse. Donc, c'est pas possible. Et là, on attend, fin janvier, un troisième, et franchement, on croise les doigts. On avait déjà eu le cas, on a déjà nous vendu le plus gros diamant de laboratoire, l'ancien record qui était à 9 carats. Et ce 9 carats, il nous avait fallu 1 an pour l'avoir quand même. Et là, il y avait un commanditaire? Là, il y avait sur le 9 carats, il y avait un commanditaire. Donc effectivement, tous les 3 mois, on appelait en disant écoutez, ça ne va pas être possible. C'était pas pour une bague de fiançailles, rassure-moi. Non, ça va. On n'a pas déplacé le mariage pour ça. Là, par contre, non. Là, le 15 carats, il est pour nous. Marianne a dessiné une parure incroyable qui va faire 100 carats.
D'accord. Et pour vous finirez bien par la vendre, j'imagine que c'est l'objectif. Oui, bah, c'est quand même l'objectif, bien évidemment, mais c'est aussi pour montrer qu'on est capable de ça. En fait, et avec le savoir-faire, avec le design, avec tout ce qui caractérise la place Vendôme. Ok. Alors on parle de l'or maintenant. C'est quoi le sujet de l'or? Il y a les tenants et les aboutissants. Il y a les gens qui préfèrent, les joailliers qui préfèrent garder l'or fair trade, traçable, etc. dans les mines. Et puis il y a tous ceux qui se disent non, il y a déjà suffisamment d'or qui a été extrait, on peut le recycler, il y a l'or. La question n'est pas une question simple. Hein. Oui. C'était, je pense, au départ, c'était là où on a le plus... je pense qu'on a dû mettre le plus de temps. Et on a revu un peu toutes les options. Et on s'est dit que oui, il y a le fair trade, mais ça reste quand même des opérations minières qui ne sont pas forcément écologiques. Et du coup, on a décidé de faire vraiment un pas en arrière par rapport à toutes les opérations minières. Oui, oui. Et avec la logique qu'on a déjà extrait plus de la moitié, même 70% de tout l'or qui existe sur Terre, et ce qui a été extrait, ça peut circuler et c'est assez pour toute industrie confondue pour les 70 ans à venir. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment besoin d'extraire. Après, la question s'est posée chez nous, quel or recycler est-ce qu'on va prendre ? Et c'est là où on a décidé de vouloir travailler avec les mines urbaines qui recyclent l'or qui a déjà servi pour c'est des déchets industriels et des déchets informatiques. Et on a trouvé que pour nous, ça nous garantissait que l'or avait déjà servi. Oui. Et ça a été notre choix. Il n'y a pas un sujet marketing ou de perception, en tout cas, de dire que ça a poussé en laboratoire et qu'on prend des déchets d'or. Quand on parle de haute joaillerie, de désirabilité, de luxe, il y a un sujet, il y a toujours j'ai l'impression, une idée un peu romanesque, un peu romantique du luxe. Est-ce que vos clients comprennent bien? Oui, je pense qu'une fois qu'on a expliqué, les gens comprennent bien. En fait, ce qu'ils vont voir, c'est le résultat fini. Et c'est ça qui doit leur plaire. Oui. C'est le design à la fin qui doit leur plaire, qui doit les intéresser. Cette fameuse histoire, ce diamant qui a mis des millions d'années à se faire sous la Terre, même cette histoire, elle est fausse. Le diamant, il s'est fait en quelques heures sous terre, il a mis des millions d'années à remonter au-dessus de la Terre. Ah oui, est-ce qu'on vient le chercher? Donc voilà, je veux dire, tout ce romantisme-là, formidable, mais ce romantisme-là, il ne survit pas aux images des mines. C'est pas possible qu'on ait ce même discours quand on voit une mine de diamants, en disant, ouais, enfin bon, dites-moi où est le romantisme. Oui, et puis après, je pense que nous, nos clients, c'est une génération qui a évolué avec Internet et qui sont beaucoup plus informés. Et donc, ils sont moins sujets à se faire manipuler, à trouver que c'est romantique, des choses tout simples. Ils sont beaucoup plus sophistiqués dans leur processus de décision et d'achat. Et quand ils viennent, ils savent ce qu'ils veulent. Et pour eux, c'est uniquement positif. Pour eux, c'est le nouveau luxe de faire attention à l'écologie. Oui. Mais il y a quand même une dimension... vous m'avez bien rappelé que vous étiez une maison écologique et pas une maison éthique. Il y a beaucoup de greenwashing, il y en a du mal à démêler le vrai du faux, chacun va... Pourquoi plus écologique que éthique? On est également éthique. Hein. Le sujet n'est pas là, bien évidemment. Non, mais c'est vrai que très souvent, l'éthique pose un problème parce qu'on va être sur de la morale, on va être sur un certain nombre de choses. Et j'ai envie de dire, il suffit que les gens soient bien traités dans les mines, bien payés, pour qu'on dise c'est éthique. Et quelque part, j'ai envie de dire, mais attendez, qu'ils soient bien traités et bien payés, c'est le minimum syndical. Enfin, c'est la moindre des choses. C'est logique. Donc, quelque part, ça. L'écologie, c'est un autre sujet. Et parce qu'il y a un environnement, mais oui, il y a parce que il y a une chaîne de valeur, etc. Parce que l'écologie, elle touche à la terre, elle touche à tout ça, et les images et la réalité de l'industrie minière, voilà, elle est là, elle est malheureusement indéniable, et on a une alternative. Ouais. L'idée, c'était d'avoir cette alternative. Mais si on va plus loin, dans l'idée de l'écologie, on pourrait parler aussi de responsabilité à fin de vie du bijou que vous avez vendu. Est-ce que chez vous, la circularité est un sujet? Oui, mais c'est évident. En plus dans le secteur de la joaillerie, l'or, ça tourne toujours. Les diamants, on ne jette pas de l'or, on ne jette pas des diamants.
Donc, pour nous, enfin, la question, c'est... On peut changer sa bague de fiançailles si on divorce? Oui. Ouais. Oui, non, mais on peut faire fondre. Oui. Ouais. Et c'est un service qu'on propose aussi. D'accord, ok, vous avez mis en place ça. Que les bijoux achetés chez Courbet, c'est possible de les ramener et qu'on les retravaille. Mais... Non, mais c'est sûr que les gens... Alors, on est encore une marque jeune, puisqu'on est né en mai 2018. Mais je veux dire, l'idée, c'est de dire dans 5 ans, dans 10 ans, c'est de dire aux gens, peut-être vous vous êtes lassé du produit que vous avez acheté chez nous, pour une raison X ou Y. Dans ces cas-là, on vous le reprend, vous le changez. Revenez, on sait d'où vient l'or, on sait d'où viennent les diamants, recréons quelque chose ensemble, d'accord? Vous ne paierez que la façon et la création. Super. Voilà. Et vous dites sans le beau, le bon n'est rien, c'est ça? Sans le bien, le beau n'est rien. Sans le bien, le beau n'est rien. C'est magnifique. Ouais. Alors, le beau, parle-nous du beau, Marianne, qui est toi qui as la direction de la création. Qu'est-ce que c'est ta vision du beau dans cette dimension un peu de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes? Je pense que ma vision du beau, c'est de créer du design qui a une durée de vie, qui donne une sensation de longévité, de quelque chose de solide, qui dure, qui est symétrique, qui est épuré, mais avec un côté... il faut quand même qu'il y ait un twist. Il faut qu'on ait l'impression que c'est pas parce que c'est un peu minimaliste et intemporel que ça devient... que c'est du déjà vu. Vous avez voulu aller place Vendôme pour secouer les choses. Vous vous êtes appelé Courbet, qui est un peintre révolutionnaire qui a voulu déboulonner la colonne Vendôme. Est-ce que, face à toutes ces maisons qui ont une histoire pas possible, qui vont coiffer de tiares, les têtes royales, etc., c'est la première image qui me vient en tête, je ne sais pas pourquoi, on a parlé de tiares tout à l'heure entre nous. Est-ce que c'est un déficit pour vous ou est-ce que c'est un avantage? Je pense que c'est un avantage. Franchement, on est... sans complexe. Oui, sans complexe, parce que de toute façon, du passé, on n'en a pas. Donc, on va pas se réclamer du passé comme tout le monde se réclame du passé. On peut avoir qu'un avenir, et on espère assez glorieux, j'espère, en tous les cas. Mais c'est vrai que c'est un avantage parce qu'on arrive, on connaît la place Vendôme, on connaît les exigences de la place Vendôme, que ça soit sur les matériaux qu'on utilise, on utilise le top. On n'a pas à rougir par rapport aux autres marques de la place Vendôme. Ce qu'on fait, c'est magnifique. Les artisans avec lesquels on travaille, c'est les mêmes. Donc on est sur l'excellence également. Sur le design, il y a du design avec Marianne, et il y a des collections qui reprennent Courbet, le C, le haut de Courbet, etc. On fait du sur-mesure, ce que ne font plus à la limite beaucoup de marques de la place Vendôme, et qui était un vrai service. Donc franchement, on n'a pas à rougir de ça, et au contraire, on arrive en plus en rajoutant des valeurs qui sont l'écologie d'un côté, un peu de techno de l'autre, puisque on va en parler de la techno. On s'en sert aussi. Et quelque part, on dit juste, voilà, c'est une alternative, on n'est pas en train de juger. Oui, chacun fait comme il veut. Mais au moins on la présente. Et on la présente avec les mêmes caractéristiques que les autres. Alors avant de parler de la techno, justement, qui sont vos clients? Est-ce que ce sont les mêmes que ceux que vous imaginiez quand vous avez lancé? Est-ce qu'ils sont différents? Et est-ce que vous avez vu un changement avec justement le confinement? Est-ce que l'épidémie fait que les gens soient rentrés chez eux, se soient posés des questions et chercher des marques peut-être un peu plus, qui donnent plus de sens? Est-ce qu'il y a eu un changement ou c'était toujours... Moi, j'ai pas l'impression que ça a beaucoup changé. Sur qui sont vos clients déjà? Alors, sur nos clients, c'est vrai qu'on s'était... nous, le focus le plus important, il était surtout ce qui était millennials au départ, parce que c'est la génération pour qui l'écologie, elle est omniprésente. Dans leur choix, dans leur vie, etc. Et voilà, on va de 30 à 40 ou de 28 à 28. Et puis maintenant, c'est même Gen Z. Ça a rajeuni au moins. Donc, on a rajeuni. On avait aussi un sujet, parce que il y a la bague de fiançailles, qui est un moment important. Qui est le point d'entrée dans la joyeuse. C'est le point d'entrée avec le diamant, il est vraiment là à ce moment-là, et c'est plutôt des millennials que d'autres. Donc c'est vrai qu'il y avait ça. Nous, ce qu'on a vu plutôt par rapport au confinement, c'est effectivement, nous on s'est créé comme une DNVB. Oui, on va en parler de votre modèle. Et en fait, l'accélération, elle s'est passée à ce moment-là. C'est-à-dire que les gens sont plus allés sur Internet à ce moment-là. Ok, parlons-en maintenant. Alors, vous êtes une Digitally Native Vertical Brand, donc digital né en ligne, donc vous vendez essentiellement en ligne, même si vous avez votre showroom Place Vendôme. Pour le reste, vous avez une boutique au printemps. Vous l'avez toujours? Toujours. Vous l'avez gardée. Et
pas d'autres points de vente pour l'instant. Non. Ok. Et tout le reste se fait via, donc soit les gens viennent au showroom prendre rendez-vous, soit ils achètent via Skype ou via une vente en ligne. Ouais. Ok. Donc vous avez inventé va via notre site. Votre site. Oui. Et Votre le site, site directement. Il y a des gens qui achètent directement. Ah sur oui, le site. non, mais sûr, c'est surtout bien ça. sûr. Je veux dire, notre modèle, et on a notre site web. D'accord. Et on a le showroom. Ok. Et puis... Les gens achètent sans même avoir fait rendez-vous ou Oui. vu. Oui. Aujourd'hui, En fait, on n'a pas de vente en ligne dans ce sens-là. C'est vraiment juste le site web. Et puis on est présent, bien sûr, sur les réseaux sociaux. D'accord, c'est plus une aide à la vente si nécessaire, alors du coup, que vous proposez sur Skype ou... Non, on n'a pas de... Sur les visios, toutes les visios. Ah, en fait, oui, l'idée, c'était de dire, pardon. quand on s'est créé en mai 2018, on s'est dit, on est une marque écologique. Vous êtes aujourd'hui à Lille, vous êtes à Toulouse, etc. Le premier rendez-vous, on peut peut-être le faire en FaceTime ou en Skype. Okay. Vous allez découvrir le showroom, vous verrez les produits, etc. D'accord. Et quelque part, avec le confinement, ça s'est développé de manière incroyable. Évidemment, parce que tout le monde utilise Teams, Zoom, etc. Et donc, en fait, ça s'est démocratisé de manière assez forte. Et on était déjà à la pointe à ce niveau-là. Donc ça, c'est... Les équipes étaient rodées, etc. Donc on savait faire. Et puis même, ça pouvait redonner, ce qui était assez paradoxal, c'est que ça donnait de la proximité. On arrivait en disant, mais attendez, vous voulez voir le collier porté sur quelqu'un? Hop, on allait dans les bureaux, on disait, quelqu'un veut faire le mannequin? Donc quelqu'un venait, on mettait le collier, on montrait, et voilà. Donc il y avait ce côté un peu familial. Il y a ce côté un peu friendly de la techno, malgré tout. Et ça, c'était plutôt sympa. Donc ça, c'est une évolution du confinement relativement importante. Ok, et sur le business model, donc on a dîné en ligne, et puis avec essentiellement des ventes en ligne, et vertical brand, donc vertical, on le voit que vous faites vos approvisionnements tout seul, sans intermédiaire, et de plus en plus, vous allez essayer de fabriquer vos propres diamants. Oui. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, c'est de travailler sans intermédiaire en aval et en amont. Voilà. Donc on est vertical complètement. Parce que on vend sur le site, il n'y a pas d'intermédiaire. On vend dans nos showrooms, il n'y a pas d'intermédiaire. On achète les diamants directement des producteurs et l'or aussi. Donc, vous êtes traçable à 100%. Mais complètement. Et en fait, je pense que ça, c'est un modèle qui n'était pas possible dans les années 80. Et c'est vraiment Internet qui le permet. Et donc, le digital native, là-dedans, vient permettre ça. Il y a une question de marge aussi, souvent mais c'est plus efficace comme modèle. C'est plus efficace. Et puis, effectivement, sur les diamants, en l'occurrence, c'est 3 fois plus cher de produire un diamant en laboratoire que de l'extraire de la mine. D'accord ? Mais la différence, c'est qu'on n'a aucun intermédiaire, nous. On parle directement avec le producteur de diamants. Sur un diamant de mine, dans les différentes marques qu'on est passées, globalement, on sait qu'il y a entre 10 et 14 intermédiaires. D'accord, et à chaque fois... et à chaque fois, évidemment, un intermédiaire, c'est un intermédiaire. Donc, le mot pourcentage va avec l'intermédiaire. Oui, mais c'est sûr que dans un business model où la valeur créée au départ et on arrive au client final avec un minimum d'intermédiaires, c'est beaucoup plus intéressant. C'est la raison pour laquelle on fait de plus en plus de farm to table avec la nourriture aussi. Oui, exactement. C'est pour éviter tous ces intermédiaires qui veulent avoir de la marge et qui finalement fait payer plus pour quelque chose qui est moins bien. Absolument, absolument. Alors on a parlé de cet esprit très tech, la Tesla de la joaillerie. Alors, quelles sont toutes les initiatives que vous avez prises? Alors, il y a les certificats d'authenticité des diamants dans la blockchain. Le paiement, c'est encore en bitcoin? Enfin en crypto-monnaie. Crypto-monnaie, on choisit. D'accord. Il y a la 3D sur votre site. On peut visualiser. Absolument. Donc, tout ça, c'est des innovations qui sont quand même assez coûteuses, qui sont ambitieuses. Je confirme. Ouais. Parce que vous avez développé, si on parlait juste de la 3D par exemple, vous avez développé ça avec une start-up française, oui, absolument, qui s'appelle Aptic Media, qui est à Strasbourg. Et en fait, la difficulté que l'on avait, c'est que le diamant, c'est le Graal de la 3D. Il y a tellement de lumière. Tu veux dire le plus difficile ? Ouais, il y a tellement de lumière, etc., que si c'est mal fait, ça fait faux tout de suite. Et donc, il fallait quelque chose d'hyper performant. Il fallait que ça bouge, il fallait que... Et là, aujourd'hui, Aptic Media nous a apporté cette solution-là. Et qui fait qu'aujourd'hui, sincèrement, parce qu'on peut créer sa bague de fiançailles sur le site et modéliser tout ça, et on a l'impression que la bague, elle est là.
Elle est vraiment là. D'accord. C'est impressionnant. Ça bouge, oui. On l'a fait bouger, on l'a fait évoluer, on l'a fait grossir. On change de diamant, sa forme, sa taille, la couleur de l'or, enfin, etc., etc. Et le rendu, franchement, je suis toujours assez émerveillé du rendu que je trouve vraiment spectaculaire. D'accord. Et ça, c'est un gros investissement financier. Ah oui. Ouais. Donc il faut déjà être... Et vous aviez levé avant ou après, justement Après, je pense que c'est après. Donc c'était l'effort de, l'effort de perfection, parce que en fait, l'expérience client, c'est ça, en fait. Et quand on n'est que sur Internet, c'est moins facile que lorsque les gens viennent, essayent, ont un cadre, etc. Donc c'est ça que vous avez essayé de faire, une expérience client unique. Et puis qu'ils peuvent eux-mêmes la faire, enfin, c'est-à-dire ils peuvent la changer, ils peuvent faire toutes les combinaisons qu'ils souhaitent en temps réel, et surtout avoir un rendu fantastique. Alors on n'a pas encore le Graal total. Le Graal total, ça serait vraiment la réalité augmentée. D'arriver à mettre la bague sur la main. Oui. Mais pour l'instant, la technologie pour faire ça n'est pas vraiment au point. D'accord. Parce qu'il y a une technologie qui permet de placer, et une autre qui permet de faire des beaux rendus. D'accord. Et au fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'acteurs qui arrivent à faire les deux. Ok, d'accord. Donc il faut 2 startups qui travailleraient ensemble, la main dans la main. Exactement. Oui, parce qu'il faut vraiment, si on le met sur la main, c'est-à-dire à travers le téléphone portable, que l'on regarde, si ça bouge, il ne faut pas que ça grésille, il ne faut pas que ça change de doigt, il ne faut pas que ça... sinon, ça fait du gaming. Ouais. Et oui, alors j'allais en parler justement. Vous feriez une boutique des objets virtuels, NFT, etc. Ça peut être quelque chose... qui est toujours en avance de phase, j'imagine. Je veux dire que pour nous, le focus, c'est chaque fois la pertinence de l'expérience client. Okay. Donc, c'est notre priorité. Après, il y a pas mal de choses nice to have. Oui, mais du bruit. Voilà, exactement. Mais ce qui est important, c'est l'expérience client à la fin. C'est l'expérience client, ça va être aussi, comme on disait, le prisme de l'écologie, et voir effectivement quelles sont les conséquences écologiques des NFT, de choses comme ça. Donc il faut qu'on voit ça avant. C'est sûr. Donc ça va passer par ce prisme-là. Et le deuxième prisme, comme le disait Marianne, est-ce que c'est pertinent ou c'est juste un gadget, pour faire parler de nous? Oui, bien sûr, bien sûr. Et bien, votre grosse actualité, c'est votre arrivée en Chine. Vous êtes allé très vite en Chine, hein. France, Chine. Pourquoi? Parce que là-bas, en fait, bon, j'imagine qu'il y a une évidence de recherche du luxe français, très prestigieux, de la marque. Ça, et est-ce que les clients chinois, enfin vos clients chinois, plus exactement, parce qu'il y a tellement de clients chinois, sont prêts justement à avoir une marque qui soit très en avance de phase du point de vue techno? C'est l'écologie, la techno, le français, qu'est-ce qui... En fait, oui, c'est le luxe. C'est le luxe français. Nous, ce qui nous a amenés en Chine, c'est 2 choses. C'est une opportunité par rapport à un de nos actionnaires qui est chinois, qui a pris un petit poste chez nous, mais qui connaît très très bien le marché, qui était capable de nous soutenir là-bas. Et aussi... Dans quel domaine ? Dans la communication digitale. D'accord, oui, bon, ça et complètement pertinent. Et en fait, c'est à travers eux aussi qu'on a appris beaucoup plus sur la Chine et sur leurs besoins de s'améliorer au niveau de l'écologie. Et donc, c'est devenu c'est un gros sujet. C'est un gros sujet là-bas. Et donc, nous, on a voulu faire partie de ce changement là-bas. Parce que les Chinois, quand ils décrètent quelque chose, ils vont très très vite. Oui. Et là, ils ont décrété qu'ils devaient devenir une nation écologique. Voilà. Et donc, ça va aller très vite. Et c'est pour ça que c'est devenu pour nous un projet intéressant. Et on s'est lancé en décembre. C'est tout neuf. Voilà. Donc, il n'y a pas encore forcément de résultats. Vous avez pris quoi? Vous avez pris les codes chinois, c'est-à-dire une grande égérie avec live shopping. Oui, effectivement. Il y a un moment donné, il faut pas... on ne va pas être plus royaliste que le roi. Ils sont bien en avance, notamment sur Internet, qu'ici. Et donc, il faut s'adapter à leur code. Et effectivement, leur code, ça va être une égérie, parce qu'on avait besoin d'un porte-voix relativement important et avec des millions, et je crois qu'elle a 50 millions de followers. 50 millions, ça laisse rêveur. La plus grosse influenceuse américaine, c'est combien? Oh, ça doit être 200, non? 200, c'est 200. Oui. Ça doit être 200, je pense. Ah oui, donc on les a très très loin. Non, mais c'est déjà... donc c'est de la population française quasiment. Ouais, voilà. C'est toujours les chiffres à la chinoise. C'est fou. C'est ça. Il y avait... donc c'est vrai qu'on est allé là-bas comme ça. On y va en digital, exclusivement
D'accord. Donc voilà, donc effectivement, on va y avoir du live shopping, du live streaming. Et là, ça va être en mars, notre premier gros avec elle. D'accord. Et donc, vous allez y aller vous allez vous présenter on peut pas trop, on peut pas trop. Ah oui, c'est vrai, avec la pandémie. Là, c'est compliqué. Alors, on a notre structure sur place, on a notre manager là-bas on a quelqu'un sur place qui gère tout ça. Heureusement, on a pu l'envoyer il y a déjà quelques mois. Mais oui, on est en train de lancer tout ça et on croise. On est en plein dedans. Ouais, mais c'est une aventure vraiment fabuleuse. Ça, vous êtes allé quand même très très vite là depuis le lancement de Maison Courbet. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est les projets à venir Les projets à venir, c'est déjà de réussir la Chine. Oui, franchement, c'est de bien. Ce serait quoi le signe de réussite de la Chine à part le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires. Laissez-moi réfléchir. Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ok. Mais la notoriété, on aime bien. Non, mais la notoriété va avec. C'est ça, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires, c'est une confirmation que les millennials et la Gen Z chinoise adoptent notre concept. Après, je pense qu'un projet pour nous, c'est aussi de sortir des pièces de haute joaillerie, donc avec la grande parure qui va arriver, et de la présenter et d'intégrer cette partie comme étant une nouvelle catégorie chez Courbet. Ça, c'est devenu indispensable. Oui. Vous l'avez senti comme ça? Oui. Parce qu'en fait, ça a toujours été... Parce que l'entrée de gamme, c'est le bracelet solidaire, c'est ça? Exactement, qui permet de oui, c'est en fait, pour rapidement expliquer, c'est ce bracelet-là. Voilà, on retrouve le C et l'O de Courbet, les deux premières lettres, Co. Et on l'a bien vu. Voilà, c'est un cordon... c'est évidemment du polyester recyclé. Et en fait, à chaque fois qu'on vend ce cordon-là, on reverse 15% du chiffre d'affaires à une association. Et on a 6 associations chez nous. Et c'est vous, quand vous l'achetez, qui nous dites, voilà, j'aimerais que vous donniez, laquelle de ces 6, j'aimerais que vous souteniez. D'accord. Donc ça, c'est l'entrée de gamme. Et ça va jusqu'à quel prix à peu près? Aujourd'hui, là, on est à 290 €. Et on va jusqu'à 290 000 aujourd'hui. 280 000. 280 000. Donc il n'y a pas de plafond de prix sur Internet. Non. Voilà, en fait, mais je pense que le cœur se trouve autour des 3 000. D'accord. De nos collections. Entre 3 000 et 10 000. Ça fait un joli panier moyen quand même. Oui. Et depuis le début, on s'est dit que quand l'occasion est la bonne, on va rentrer dans la haute joaillerie. Donc c'est pour ça que c'est amusant, ce record de taille de diamant qui va marquer notre entrée. Bien sûr. Ça va être historique en fait. Oui, ça va être complètement historique parce que le record précédent est à 9, donc là on passe à 15. Et alors se cacher, ça vous permet aussi de communiquer énormément parce que c'est quand même quelque chose que les journalistes apprécient. Bien sûr, mais ce qui est assez fou, c'est-à-dire que contrairement au marché du diamant de mine qui est un marché de l'offre, nous on est sur un marché de la demande. C'est-à-dire que ce diamant-là, si on ne l'avait pas commandé, personne ne se serait mis à le produire. D'accord. Parce que c'est tellement compliqué, tellement difficile d'arriver à ce truc-là, que s'il n'y a pas la commande, voilà. On voudrait un diamant de 15 carats de mine, on passe 5 coups de fil, on a 25 propositions dans la journée. C'est pas rare. Nous, il n'y en a pas, il n'y en aura qu'un seul, et avant qu'il y ait le suivant, il faudra qu'il y ait la demande. Donc il faudra attendre qu'il soit prêt. Et attendre qu'il soit prêt. Donc c'est vraiment... Non, c'est du sur-mesure. Ok. Et il n'y a pas une demande spontanée en dehors des millennials qui ont un besoin d'écologie et de sens? Il n'y a pas genre des milliardaires ou des nouveaux riches qui... bien sûr. Justement, l'unicité de la pierre, de la parure. Oui. Ça viendra avec les parures, justement. Mais non, mais je pense on a déjà des clients comme ça. C'est juste que je pense que si on doit décrire un profil type, c'est les millénials. Mais après... Oui, sur les extrêmes, il y a tous les autres. On a aujourd'hui des gens qui viennent nous acheter des produits, pas de fiançailles, bien évidemment, des collections. On a toute catégorie d'âge. Et c'est des gens qui viennent souvent, il y a la curiosité, il y a l'écologie, qui est hyper important pour eux, et ils restent parce que le design leur plaît. Et ils achètent parce que le design leur plaît. Il ne faut pas rêver. Sans le bien, le beau n'est rien. On sait bien que le beau est quand même super important également. Donc notre mission, c'est de réconcilier les deux, tout simplement. Et puis je pense qu'il y a aussi ceux qui aiment l'idée, justement, d'acheter d'une DNVB.
parce qu'ils comprennent que c'est plus smart, c'est plus intelligent. Ils achètent quelque chose qui est, je veux dire, ils ont la même chose. Surtout pour les bagues de fiançailles, ils comprennent qu'ils arrivent à avoir beaucoup plus pour le budget qu'ils se sont fixés. Comment on arrive à garder son esprit pionnier comme ça, qui est le vôtre? C'est l'innovation. C'est par l'innovation. Oui, mais il faut toujours être aux aguets par rapport à ce qui se passe. Je pense, nous, ça fait partie de notre stratégie, c'est de continuer à réduire notre empreinte carbone. D'ailleurs, cette année, on va devenir carbone neutre. D'accord. Et c'est vraiment en travaillant avec les fournisseurs, en s'améliorant et c'est un process continu. Être carbone neutre, pour nous, ça ne va pas être notre objectif final. On veut devenir carbone négatif après. Ouais. Donc, il y a plein... Ça, je pense que tu le sais toi-même. Il y a plein de startups qui font plein d'innovations. Ouais. Et c'est en travaillant avec eux que... Justement, regardez, un exemple, c'est par exemple, tu sais, les boîtes pour les envois. Donc là, on a travaillé avec une start-up pour que les boîtes, on puisse nous les renvoyer, les réutiliser, etc. etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est aux aguets. Vous avez besoin de boîtes qui soient extrêmement sécurisées, j'imagine. Oui, c'est ça le problème. Avec des assurances assez fortes. Oui, l'assurance est là, mais la logistique, j'ai envie de dire, la logistique, c'est ce qui s'est amélioré le plus depuis les 30 dernières années. Donc, non, mais c'est pas un sujet. L'assurance... Là, le sujet, c'est plutôt d'aller jusqu'au bout de chaque détail, de travailler chaque détail pour l'améliorer. Un détail, on te livre à Paris ou en Ile-de-France, on te livre à vélo. D'accord. Avec Urban Cycle. Okay. Voilà. Et le mec, il est quand même correctement payé. Et il est bien payé, et voilà. Non, mais le challenge pour les packaging pour la livraison, c'est que l'assurance, en fait, nous assure pas si on remplit pas certains critères. J'imagine. Et donc, ça fait maintenant presque 4 ans qu'on est en business et qu'on n'a pas pu résoudre ce problème qui demandait à ce qu'on ait du plastique qui soit difficile à déchirer. Et finalement, là, on va y arriver. D'accord. Donc, il faut aller développer un plastique. Voilà. D'accord. Non, et là, on va avoir justement le packaging qui se réutilise, mais bon. Ok. Avec qui vous avez travaillé pour le packaging? Voilà, je sais qu'on avait... Il y avait la cabane bleue. Mais je dirais... Ah oui, mais pour le packaging... Et l'autre packaging, je ne sais plus, c'est Émilie qui s'en est... Ouais. C'est presque un peu confidentiel parce que c'est pas encore lancé. Ok, on reviendra alors pour en parler. Et pour finir, ma dernière question, c'est dans tout votre parcours et là ces dernières années, est-ce que vous avez vu des initiatives vraiment incroyables du point de vue justement de l'amélioration, du changement positif? Vous vous êtes dit, ouais, ça c'est une boîte que j'aurais voulu créer ou c'est une initiative que j'aurais voulu prendre, donc vraiment c'est remarquable? L'un l'autre. Ça demande un peu de réflexion. Je veux dire, un commentaire un peu général, c'est que nous, quand on s'est lancé, on avait du mal à trouver des sociétés avec lesquelles on pouvait se comparer, parce que il y avait peu de sociétés qui étaient sur l'écologie. Et ça, c'est juste il y a 3 ans. Donc, en 3 ans, ça a explosé. Là, j'ai l'impression que... c'est dans tous les domaines. Il n'y a pas une nouvelle société qui se lance sans avoir un concept écologique maintenant. Moi, je pense que pour les marques qui se lancent aujourd'hui, c'est difficile de répondre ça comme ça. Quand on va à Change Now, il y a des choses qui sont épatantes, de voir du marbre qui est fait avec des écailles de poisson. Voilà une initiative. Voilà, c'est des choses incroyables. Il y en a plein, incroyables. Il y en a plein incroyables. Mais c'est vrai, moi je reviens un peu à Tesla. Oui. Mais parce que peut-être Tesla me fait rêver, mais pas que Tesla, c'est aussi d'aller sur Mars, machin, etc. Oui, ça te fait rêver d'aller sur Mars? Ouais, ça me reste. Je crois que c'est le truc d'enfant, tu sais. Oui, c'est Jules je pense que je voulais être astronaute quand j'avais 12 ans, quoi. Mais donc je reste un peu là-dessus, quoi. Et je trouve que effectivement, quand il est arrivé, mais le mec se disait attends, il arrive avec sa voiture électrique, etc. Aujourd'hui, tout le monde, Porsche fait des voitures électriques. Tout le monde, on a inversé la tendance. Alors ça sera peut-être pas l'électrique qui sera la panacée du truc, ça sera peut-être l'hydrogène, on verra. Mais en tous les cas, on est sur le chemin, quoi. Non, mais moi je pense que j'ai une société, je sais pas le nom, mais j'ai été dans un panel avec le fondateur qui avait inventé un fil à coudre qui se résorbe, enfin qui se biodégrade vite, qui permet de séparer assez rapidement les différentes matières dans un vêtement et de cette façon-là que ça se recycle. Ok, d'accord. Et ça, je me dis... Ça t'avait impressionné? Ah non, mais c'est génial. Oui, parce que c'est un des sujets. C'est un petit truc, mais ça, c'est la fermeture éclair, là. Oui, le détail qui peut tout changer qui va dans partout. le recyclage. Exactement. Oui. Exactement. Ouais.
Alors, du coup, quand je vous vois là tous les deux, je me dis que vous avez quand même une vision assez optimiste du futur. C'est le cas? Ah oui. 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 Ouais. Je veux dire, ça vacille. Hein. Il y a des moments où j'ai l'impression qu'on est en train de couler parce que tout s'effondre autour de nous au niveau de l'environnement. Hein. C'est vraiment le film Don't Look Up. Hein. Oui, absolument. Mais en même temps, non, je pense que avec tout ce qui a changé de positif pendant les 3 dernières années, ça montre une accélération incroyable. Et donc je pense qu'il y a un espèce de mouvement collectif qui fait que le changement va aller beaucoup plus vite qu'on puisse anticiper. Optimiste. Manuel, optimiste, toujours optimiste. Résolument. Oui, et puis en plus j'ai envie de dire, il n'y a pas le choix. Il faut être optimiste, il faut y aller. Donc voilà, il faut agir par contre. Il faut agir, il faut que tout le monde agisse. Oui, alors là, c'était... En fait, c'est peut-être un peu ridicule, mais cette année, mon engagement de Nouvel An, c'est vraiment de ne plus acheter du plastique. D'accord. Mais je me dis, j'ai un peu honte de le dire parce que j'aurais dû faire ça il y a très très longtemps. Mais c'est vraiment... Tout le monde ne le fait pas encore. Voilà. Et je me dis, ça va faire aucune différence parce qu'il y a juste un. Mais je me dis, il y a un effet d'entraînement. Voilà, c'est-à-dire que si moi je le fais, ça veut dire que probablement il y en a d'autres qui y pensent aussi. Et donc du coup, bon, voilà. Tu arrives à ton marché avec tes petites boîtes. Déjà, ton commerçant te remercie parce que lui, ça lui évite d'acheter. Il est content. Et puis, il y a des gens qui remarquent, qui disent, oh tiens, c'est une bonne idée. La prochaine fois, je ferai comme ça. Mais en tout cas, j'ai été un peu tétanisée au départ. Il y a plein de choses que tu n'achètes plus. Tu fais plein d'économies. Et le yaourt, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là, il faut que je le fasse moi-même. Une bouteille d'eau. Attends, moi j'ai fait un vœu, c'est de maigrir, mais je suis pas sûr de le réussir. C'est très égoïste. Ça sera écologique ou pas? Dans l'écologie familiale peut-être. En tout cas, je suis sûre que j'ai perdu du poids là, depuis le Nouvel An, rien que parce que je sais plus ce que je peux acheter. Je sais plus ce que tu peux acheter. Manuel, Marianne, merci beaucoup pour cette jolie interview, ce joli entretien. Merci à toi. Cette semaine se conclut comme ça. Merci beaucoup d'avoir suivi Donuts and Humans. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour être tenu au courant. Vous pouvez liker. Vous pouvez me faire vos retours aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qui vous voulez voir invité sur Donuts and Humans? Quel entrepreneur du changement positif? Je remercie du fond du cœur les équipes de Big Success, les équipes de Top Talents. Je remercie également mes partenaires By Charlot pour ces très jolies fleurs et Réunis pour cette blouse magnifique qui est en précommande sur leur site. À bientôt, à la semaine prochaine.